C'est pas parce que c'est l'été qu'on fait pas de correction. On va appeler ça mon double chiffre à moi. Jean-François Lisée. Salut, je m'appelle Freya, je suis une professeure de philosophie au cégep puis une transsexuelle. Et même si je respecte beaucoup, tu sais, ta volonté de voir les nuances, d'aller un petit peu plus loin que la licorne du genre, il faut que je dise, ta manière de t'y prendre est pas mal... lacunaire. Pour ceux et celles qui savent pas, Jean-François Lisée est un ancien politicien péquiste devenu chroniqueur. Enfin bref, il s'identifie comme un expert sur les questions trans, ce qui est assez surprenant pour moi, pour des raisons qui commencent par 1. Les sophismes de Jean-François Lisée. On a beaucoup de choses à dire, fait qu'on va commencer par le plus simple. La dernière affaire, c'était quand Jocelyne Robert a quitté l'ordre des sexologues, et là, Jean-François, tu t'es empressé d'écrire qu'il devrait y avoir une traque aux dissidents, parce qu'il n'y a rien d'autre qui expliquerait qu'une telle référence québécoise et autrice de grands livres d'introduction puisse d'elle-même se tromper. C'est quoi le sophisme? Ben oui, c'est un appel à l'autorité. Non, attends, ça va nous prendre un effet sonore pour ça. Non. Ouais. Un autre point que t'amènes, c'est que bon, oui, il y a consensus sur les soins accordés aux personnes trans, mais, on aurait des nouvelles raisons de faire débat. C'est parce que des pays comme la Suède, par exemple, l'ont fait. Alors allons voir qu'est-ce qui se passe du côté de la Suède. Ils ont eu droit, eux aussi, à leur beau documentaire préoccupant sur la télévision d'État, je sais pas qu'est-ce que ça me rappelle, ce qui a poussé un hôpital à cesser les traitements aux mineurs. Les autres places continuent à donner des soins qui demeurent accessibles. Par ailleurs, le gouvernement a réaffirmé son mot d'ordre qui est du gatekeeping médical, puis soyez pas trop gentils avec les trans. Donc la situation en Suède a légèrement dégradé pour arriver au niveau de ce qui est à peu près le cas au Québec, c'est-à-dire besoin de référence médicale et liste de plusieurs mois, quelques années. Donc tu peux pas t'en servir pour justifier une limitation de ce qui se passe ici. C'est une comparaison boiteuse. Ouais, un petit peu plus sérieusement, je veux montrer qu'est-ce qui est à l'œuvre ici. Les personnes trans, on a dû se battre pendant des décennies pour que la médecine commence à bien nous comprendre puis nous donner des soins. Ça commençait, pas encore parfait, mais ça commençait à avoir de l'allure et surtout de l'attention. Et la dynamique, c'est que des gens qui sont ni des personnes trans ni des spécialistes trouvent tout ce qui pourrait potentiellement aller de mal avec la transition et s'en servir à chaque fois comme prétexte pour ralentir. Mais quand tu es une personne trans, tu sais, parce que c'est quelque chose qui se révèle à chaque fois, que c'est toujours des prétextes pour rendre plus difficile l'accès aux soins. Puis tu sais aussi qu'à chaque fois, c'est de la bullshit. L'exemple le plus frappant de ça, ce serait l'hypothèse du Rapid Onset Gender Dysphoria, qui a naguère été citée par Radio-Canada, même si on savait déjà à ce moment-là que ça avait été réfuté au point de vue scientifique. Et l'autre exemple qui nous vient de toi, Jean-François, c'est l'histoire de la densité osseuse. Parce que vous voyez, il semblerait que les bloqueurs de puberté pourraient avoir des effets à long terme sur le développement osseux. Puis évidemment, c'est quelque chose qu'il faut être au courant, mais Jean-François Lisée en fait un grand cas au point où il critique le rapport des sages pour pas faire preuve d'assez du principe de précaution. Mais ça se trouve que les professionnels le savent. Dans le rapport du comité des sages, les spécialistes des soins d'affirmation de genre que nous avons rencontrés, dont un pédiatre du développement, affirment que les risques sont faibles par rapport aux bénéfices lorsque les bloqueurs sont utilisés correctement. Une bonne évaluation médicale au préalable et une surveillance adéquate de la densité osseuse, entre autres choses, permettent de réduire les effets négatifs. Au besoin et selon le type d'inhibiteur prescrit, on recommandera, outre une saine hygiène de vie, des suppléments de vitamine D et de calcium. Il faudra toutefois éviter de les prescrire sur plusieurs années, soit un maximum de 4 ans. C'est la même chose pour le développement cérébral. Il pourrait y avoir des risques, mais qui feront jamais le poids contre la vaste quantité de données qui montrent que la transition médicale a des impacts positifs sur la santé mentale en général chez les adolescents. Ce dont, Jean-François, tu ne dis rien. Donc vous voyez à quel point c'est sournois. On a un traitement médical avec des effets secondaires. Le consensus médical dit on les connaît puis on gère les effets secondaires de cette façon-là. Mais ça n'empêche pas Jean-François Lisée de laisser entendre qu'on devrait quand même réduire l'accès aux soins. Mais contrairement au Royaume-Uni, qui a conclu qu'il fallait interdire les bloqueurs aux mineurs jusqu'à ce qu'on soit mieux informé, les sages ne recommandent qu'un suivi individuel plus rigoureux et un renvoi du débat à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Advienne que pourra. Le ton qui laisse entendre que c'est une catastrophe si on laisse les jeunes avoir des soins. Et pour nous convaincre de ça, il nous montre seulement les informations qui supportent qu'est-ce qu'il est en train de dire. Fait que techniquement, c'est comme pas un sophisme, c'est juste la mésinformation, on va le compter quand même. 2. Je constate que Jean-François Lisée fait exprès de rien comprendre. Oui. Oh que oui. Oui, j'espère que tu restes là. Bon, tout le monde est bien assis. Jean-François, j'espère que toi aussi, parce que celle-là, elle va te flabbergaster.
Quand on parle d'assignation de sexe, on n'évacue pas le fait qu'à la naissance, le médecin fait un jugement objectif sur la biologie du bébé. T'sais, on n'évacue pas le moment où on constate le sexe. C'est pas un ou l'autre, assigner le sexe ou constater le sexe. Je m'explique. Le sexe biologique existe. Les traits sexuels chez l'être humain se classent généralement en deux catégories, mâle ou femelle, ou des variations exceptionnelles de mâle et de femelle, comme c'est le cas chez des personnes transsexuelles puis intersexes. Ça veut dire par exemple que si on regarde du côté des chromosomes, la grande majorité du monde ont XX pour femelle ou XY ou mâle. Il y en a d'autres qui ont des variations de X et de Y. Dire qu'il y a deux sexes dans ce contexte-là, c'est dire que les variations qu'on voit, c'est pas que parfois on trouve par exemple un Z. C'est pareil du côté des hormones. La majorité du monde a principalement soit des hormones masculinisantes, soit des hormones féminisantes, et la distribution de ces choses-là suit toujours la forme d'une cloche, de sorte qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, parfois même jusqu'à repousser les limites de c'est quoi des taux considérés normaux. C'est le cas par exemple des femmes cis qui font ce qu'on appelle de l'hyperandrogénie, ou de celles qui microdosent la thé pour avoir le magic androgyne slay. Fait que c'est clair? C'est beau? Tout le monde a entendu? Je le demande parce que les transphobes aiment souvent ça faire à semblant que les personnes trans, on sait juste pas c'est quoi la biologie, ce qui est absurde. Ce qui est vrai, Jean-François, c'est que tu fais exprès de pas mentionner qu'on peut jouer avec le sexe. Et pour te réfuter, on va regarder un petit peu plus attentivement la définition qui nous est donnée par le Comité des sages lui-même. Le terme sexe renvoie à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques, par exemple les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et l'anatomie du système reproducteur. Le verbe, c'est pas être. Le verbe, c'est renvoyer. Donc, on n'est pas simplement un ensemble d'attributs biologiques, mais on a différents attributs biologiques auxquels on peut renvoyer en les identifiant individuellement. Par exemple, on peut pas dire que je suis simplement un mâle ou une femelle. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des choses que tu comprendrais pas avec mon corps. La seule chose qu'on peut faire si on veut parler rigoureusement de ma biologie, c'est de dire que mes chromosomes sont de tel type, probablement XY, que mon profil hormonal est normal pour une femelle et que mes cellules sexuelles sont inexistantes. Et donc, en toute rigueur, et selon même la définition donnée par le Comité des sages, dire qu'à certains égards, mon corps est biologiquement féminin, ce n'est pas faux. Et ça se trouve, c'est les trans qui avaient raison. Qui sait qui aurait cru ça? Et ce jouet-là avec le sexe fait tout simplement partie de l'expérience quotidienne des personnes trans. C'est une des choses qui nous caractérise même. Et ça mérite beaucoup plus de curiosité, beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de réalisme que ce que tu lui donnes, Jean-François, quand tu parles juste pas du tout de nos particularités biologiques. Et c'est s'interdire de voir qu'est-ce que nous on apprend sur les corps, sur les limites, sur les changements, ce qu'on apprend parce qu'on vibre différemment. Et c'est s'interdire d'admettre ce qu'on sait, que quand le gars se dit « Oh, elle est rendue avec des seins, on peut juste, hein? » que c'est une agression sexuelle de nos corps féminins. Et l'effacement de cette dimension-là de ce qu'on est, de notre chair, ce que tu fais par exemple en insistant pour parler d'homme biologique devenu femme, c'est de la déshumanisation. C'est un des motifs les plus fréquents de notre déshumanisation. Tu pourrais arrêter. J'insiste là-dessus parce que la transphobie travaille très fort à nous ramener au fait que quand on avait 3 secondes, on avait des pénis pour justifier des politiques d'exclusion. Et c'est pour ça qu'on parle d'assignation de sexe et pas juste de constatation. C'est que le constat a toujours lieu dans un contexte social, puis vient toujours avec une assignation. Une assignation, c'est tu peux aller là, tu peux pas aller là, tu t'habilles de telle façon ou tu peux pas, il y a tel code, il y a tel autre code. Le constat médical à la naissance vient avec un enregistrement à l'état civil. Je constate que je suis féminine et donc je m'en vais dans la salle de bain pour femmes. Parce que quand je le fais pas, ça crée plein de troubles. L'autre fois, je débarque la 20 à sortie 152 pour aller aux toilettes du Haïdou, pour te dire à quel point j'avais envie. Puis il y avait une file pour la toilette des femmes, fait que je me dis, du coup là, ça me dérange pas, je vais aller chez les hommes. Puis après ça, je suis en train de me laver les mains, puis il y a un gars qui ouvre la porte, bam! Sans doute parce qu'il est rentré dans le même état que moi. Il me voit, il arrête, puis il ressort en étant tout confus. Le pauvre s'est probablement pissé dessus. Et il y a une chance que la biologie, ça rend les choses plus claires. Mon point, c'est que le masque tombe quand les transphobes choisissent quels aspects de mon sexe qui devraient compter et quels aspects qui devraient être ignorés. Tu sais, Jean-François, même si tu dis que tu veux rigoureusement séparer le sexe puis le genre, mais tu prends quand même le sexe comme point de référence puis comme critère moral pour tout ce qui concerne le genre. C'est comme ça que tu évalues le rapport du Comité des sages. Tu applaudis tout ce qui renforce l'idée que les femmes trans sont des hommes en vertu de leur biologie et tu critiques tout ce qui irait dans le sens de l'inclusion. Donc, dans les faits, tu n'opères jamais réellement la distinction entre sexe et genre. Et donc on parle d'assignation parce que c'est un concept plus subtil qui permet de nommer des nuances dans nos vies. Les personnes cis peuvent se sacrer toute leur vie de ce détail-là, mais nous, on est trans. On est l'exception, on est la limite qui rend les concepts flous.
Puis quand on essaie de développer un langage pour rendre compte de ça, tu pourrais ne pas réduire ça à « on pense que les médecins sont ignares quand ils assignent les sexes ». Ça, by the way, c'est un sophisme, c'est un homme de paille. Ça me fait un peu penser à quand, comme philosophe postmoderne, on fait lien entre savoir et pouvoir. Dans les mots à Foucault, par exemple, il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir, que pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre, qu'il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. On dirait qu'il y en a qui entendent ça et qui se disent « Bon, les woke pensent que c'est toute la faute des hommes blancs, on se fait traiter d'oppresseurs quand on nomme des faits, ils veulent s'en prendre à la raison, gang, petite respire, c'est pas ça pantoute. Quand on parle de savoir puis de pouvoir, on dit pas qu'il y a juste du pouvoir. Le savoir demeure en tant que savoir dans les limites épistémologiques des sciences. La description scientifique de la biologie a jamais été écartée de ce qu'on dit. En fait, j'y fais confiance au point où, quand elle me dit « si tu t'injectes ça, tu vas déclencher une puberté », je dis « s'il vous plaît et merci ». On parle de pouvoir pour montrer le fait qu'il n'y a pas de contexte dans lequel on veut nommer des choses à propos de la biologie qui est entièrement détaché des rapports de pouvoir. C'est évident quand on se demande qui a accès aux soins, aux lieux publics, à la reconnaissance puis à la sécurité. Mais même dans le contexte du laboratoire scientifique, il faut faire attention. Parce que, tu sais, la méthode scientifique, elle travaille fort pour garantir l'objectivité de la biologie, mais aussi donc en même temps l'objectivation des corps. Les deux viennent ensemble. Et donc la question de savoir qui a le privilège de pouvoir dire c'est quoi la vérité à propos du sujet transsexuel sera jamais anodine. L'histoire, qui continue d'être écrite, est remplie d'exemples du lien entre pouvoir et savoir. Pour en nommer juste quelques-uns à propos des femmes et des minorités sexuelles, le fait que l'homosexualité et la transidentité étaient pathologisées jusque dans les années 70 et 2010 respectivement, le fait que le diagnostic d'hystérie ait servi à incarcérer des tas de femmes, le fait que pendant des décennies, la contraception ait concerné d'abord le corps des femmes et qu'on s'intéresse juste depuis récemment au corps des hommes, le fait que parmi les femmes, c'est certainement pas sur des bourgeoises blanches qu'on a testé la pilule, mais plutôt sur des portoricaines, le fait qu'on entende encore parler de stérilisation non consensuelle de femmes autochtones au 21e siècle, ce qui est une tabarnak de honte, le fait qu'on ait découvert juste tout récemment à quel point l'ovule joue un rôle actif de sélection dans la fécondation, contre le préjugé super vieux qui veut que le féminin soit passif, le fait qu'aux États-Unis, les femmes noires ont 2,5 fois plus de chances de mourir à l'accouchement que les femmes blanches. Et finalement, le fait que notre intelligentsia voit la transidentité d'abord comme un enjeu médical et ensuite comme un enjeu existentiel pour les personnes trans, alors que l'ordre devrait être inversé. Et donc, la philosophie postmoderne ne dit pas que le savoir scientifique est faux, juste qu'il faut redoubler de prudence et de scepticisme quand on s'en sert, notamment parce qu'il y a toujours du pouvoir qui se cache derrière. Et les preuves arrivent aussi régulièrement que la pluie. Et en parlant des Anglais, 3. Contexte. L'Angleterre, qui a une longue tradition d'être à la base de nos problèmes, est un des deux épicentres du discours anti-trans en Occident, l'autre étant les États-Unis. Ça fait plusieurs années que ça roule, j'ai pas le temps de passer à travers tous les détails, mais tout ça est amplement documenté. C'est tout le manège qui commence avec « c'est l'idéologie du genre, ça veut effacer les femmes, c'est dangereux pour les enfants, on veut juste pouvoir poser des questions, blablabla, blablabla », jusqu'à ne plus se cacher pour traiter les personnes trans de monstres, former des alliances avec l'extrême droite financée par CPAC, et J.K. Rowling qui donne des dizaines de milliers de livres pour les frais légaux des groupes anti-trans. Tout ça est très documenté, je vous encourage à aller voir. CPAC came along and said that they would sponsor our events and cover all of our insurance throughout our whole trip, which is really kind of them. But what we would need to do is we would need to show that we were working for them, working with them. Le climat politique au Royaume-Uni est tellement pourri qu'en mai plus tôt cette année, puis je m'attendais même pas à trouver ça en faisant ma recherche, il y a plusieurs professeurs de médecine qui ont avancé dans l'International Journal for Equity in Health que, et je cite, cet article démontre l'ampleur de l'hostilité transphobe chez les législateurs, dans les médias et dans la population générale au Royaume-Uni, en décrivant les divers mécanismes par lesquels cette hostilité est détrimentale à la santé des personnes trans et de la diversité de genre, et en résumant les frappantes inégalités qui leur sont associées sur la santé et ses déterminants plus larges, nous pouvons conclure que la transphobie a précipité une crise de santé publique pour les personnes trans et de la diversité de genre au Royaume-Uni. Le climat est tellement pourri qu'en 2023, Brian
Brianna Gay, de 16 ans, a été assassinée à coups de couteau dans un parc. La juge a trouvé que le meurtre a eu la transphobie comme motif secondaire. Ça, c'est le contexte que les personnes trans ont en tête et qui est très dangereux d'ignorer. Au Québec, on reçoit l'influence à la fois de l'Angleterre et des États-Unis, mais toujours avec un petit peu de décalage. Donc, quand Trump décrète qu'il y a juste 2 sexes, Buck est là pour l'applaudir, et quand J.K. Rowling se fait critiquer d'engager toute sa puissance contre la libération trans, Jean-François Lisée s'empresse de répéter ses niaiseries. C'est bizarre, je pensais que les souverainistes aimaient pas ça, importer des débats du monde anglo. Encore au Royaume-Uni, les bloqueurs de puberté ont été bannis temporairement par le gouvernement conservateur. Le gouvernement travailliste qui lui a succédé a perpétué cette mesure de droite parce que Thatcher a gagné. L'interdiction est venue suite au dépôt du rapport Cass. Et un des arguments centraux qui ont justifié ça, c'est qu'on n'a pas de recherche sur les bloqueurs de puberté qui sont des essais randomisés contrôlés, c'est-à-dire des tests de traitement dans lesquels on a un groupe contrôle à qui on donne des placebos. Ce type de test-là, c'est le standard qu'on essaie d'atteindre en médecine. Idéalement, on a ça. Mais la raison pour laquelle on n'a pas ça pour les bloqueurs de puberté, c'est que c'est littéralement impossible à faire. Tu peux pas donner des placebos à quelqu'un en faisant semblant que c'est des médicaments qui sont supposés arrêter ou déclencher des pubertés. C'est la même chose si tu veux étudier les avortements. Tu peux pas faire un avortement placebo. Et dans ce genre de cas-là, la médecine est obligée de se rabattre à un standard un petit peu moins élevé. C'est pas l'idéal, mais ça l'empêche pas le monde de tourner, et c'est certainement pas suffisant pour restreindre l'accès aux bloqueurs de puberté. Parce que non seulement la logique est pas bonne, mais en plus on sait que l'approche transaffirmative, c'est la seule qui réussit significativement à aider le bien-être des personnes trans. On sait que le rapport Cass a été vivement et académiquement critiqué, ce qui n'empêche pas nos faiseurs d'opinion de s'en servir comme argument. On sait que des lanceurs d'alerte anglais ont dit qu'il y avait une hausse importante de décès chez les jeunes en soins transaffirmatifs et que l'administration a essayé de taire l'affaire. On sait que les médecins se sont exprimés contre l'interdiction au Royaume-Uni, en Alberta, aux États-Unis. Mais vous entendrez à peu près jamais parler de rien de tout ça si vous lisez juste les médias traditionnels, et rien de tout ça n'empêche monsieur de casual suggérer limiter l'autonomie corporelle du monde en prenant l'air du gars qui vient nous annoncer que la nouvelle science vient de drop. My God! Toujours en Angleterre, parce que non, on n'a pas fini, cette affaire-là culmine avec un jugement récent de la Cour suprême qui dit, et c'est important d'être précise, que au sens de l'Equality Act de 2010, femmes et sexe renvoient au sexe assigné à la naissance. Ce qui en soi est mauvais selon moi, parce que, tu sais, comme j'ai expliqué ailleurs, il faut qu'on comprenne que l'oppression des femmes trans vient de la même place que l'oppression des femmes cis. C'est pour ça qu'on parle de transmisogynie, mais bon, tu sais, de toute façon, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un bon exemple de comment une classification légale, supposément basée sur la biologie, est utilisée pour justifier de la discrimination politique contre les personnes trans. Parce qu'évidemment, le signal qui est envoyé par le jugement, même si le jugement n'était pas à propos de ça, c'est qu'on peut traiter les femmes trans comme des hommes. Et le jugement est invoqué pour justifier des exclusions des sports, des vestiaires, on connaît tout ça. Par exemple, leur club national de tir à l'arc, qui permettait aux archères trans de compétitionner avec les femmes depuis 2017, va maintenant les exclure à cause de ce jugement-là. Alors que, dans les faits, au tir à l'arc, on n'a pas full de bonnes raisons de séparer les hommes et les femmes à la base. Donc, la limite de l'absurde a déjà été traversée, ce qui révèle à quel point ça n'a jamais été à propos de l'équité dans les sports, mais de est-ce qu'on peut exclure puis discriminer contre les femmes trans. Ils font ça pour le billard, du billard, bordel! Les sports, c'est le genre de sujet où on pourrait avoir des discussions nuancées, mais avoir des discussions nuancées, ça commence par surmonter nos préjugés, nos premières impressions, qui sont, puis je le comprends, que quelqu'un qui a déjà été un homme aurait peut-être un avantage. En approfondissant, tu réalises premièrement que les femmes trans, on n'a pas des corps d'hommes grâce aux hormones. Tu réalises aussi qu'on a encore moins de testostérone que les femmes cis en moyenne. Tu réalises que la science est incomplète sur ces sujets-là, mais les résultats qu'on a à date montrent rien d'aussi clair qu'on pourrait le penser. Puis c'est pour ça que le consensus de la Fédération internationale de médecine sportive dit que, et je cite, l'utilisation de la concentration de testostérone sérique, donc la testostérone que tu as dans ton corps en ce moment, pour réguler l'inclusion de ces athlètes, est en ce moment le biomarqueur objectif qui est supporté par la plupart de la littérature scientifique, même s'il est limité à cause du manque de données de performance sportive avant, pendant et après la suppression de la testostérone. Tout avantage restant détenu par les femmes trans ou les femmes avec des différences de développement sexuel pourrait être considéré comme une part de la composition de l'athlète.
Tu réalises que le Centre canadien pour l'éthique dans les sports a la même position. Tu réalises que les résultats des compétitions sportives, depuis qu'on était un petit peu plus inclusif, ça n'a pas été un tsunami d'athlètes trans qui gagnent tout. Et non, un exemple annuel qui spinait en boucle par une machine médiatique de droite, ça compte pas. Tu réalises que t'en connais probablement pas des filles trans qui font du sport, puis étant donné le contexte, tu réalises, peut-être qu'on n'a pas envie de s'exposer à ça. Tu réalises que tous les sports sont différents, puis c'est pas vrai que des traits mâles, c'est automatiquement mieux. Il y a une raison pourquoi en gymnastique, les femmes font des épreuves que les hommes font pas, et vice-versa. On a des excellences différentes. Donc, je suis pas capable de confirmer ça moi-même, mais je suis pas mal sûre que si on a fait 2 pubertés, probablement qu'on suce à tous les types de gymnastique. Mais il y a une gymnastique dans laquelle on excelle, puis c'est toutes les pirouettes mentales qu'on fait pour justifier de faire autant la belle pour l'approbation des cis. Tout ça pour dire que si tu surmontes ton préjugé initial, tu vois que tu peux au moins t'abstenir de faire des grosses règles générales. Mais vu que t'es Jean-François Lisée, tu vas condamner d'emblée toute participation des femmes trans au sport en trouvant que même le comité des sages était trop woke. J'aimerais par ailleurs rappeler que nos discussions sur le sport ont lieu dans un contexte où il y a plein de gars qui sont deadass, que s'ils se mettent à la gang, ils peuvent tuer un gorille. Leur idée de c'est quoi une femme trans doit être raisonnable. Avec ça, on a fait le tour de l'Angleterre, qui est pour ne rien dire des États-Unis, qui sont une catastrophe de livres interdits, de criminalisation des soins, de ségrégation, etc. Là, toi, si t'es du genre à être pas sûr, à vouloir rester raisonnable, je te demande au moins de tenir compte de ce contexte-là. Parce que le Québec y échappe pas, puis ça brouille ta perception. Il va falloir que tu te donnes ta propre limite de qu'est-ce que toi t'appellerais de la discrimination contre les personnes trans et que tu sois capable d'y tenir la prochaine fois que le gouvernement veut limiter nos droits. Puis tant qu'à y être, tu peux faire le même exercice pour les Autochtones puis te demander si le projet de loi de 97 mérite d'être traité de néocolonial. Au Québec, pour nous, j'ai l'impression que le pire est encore à venir et on voit déjà que les personnes trans sont tenues à l'écart des discussions qui nous concernent, que la CAQ se permet de la cruauté performative en envoyant les femmes trans en prison pour hommes, qu'on a des signes clairs que l'homophobie puis la transphobie sont en hausse, et même si on a déjà pu penser qu'au Québec, l'air est à la tolérance, puis qu'on est bien beau, puis qu'on est bien fin, c'est officiellement fini, merci à des années de beuglement du couple Martineau-Durocher, 7 ans de gouvernement transphobe, une montée pan-occidentale de l'extrême droite et ton propre petit grain de sel, Jean-François. Dans ce contexte-là, je sens pas que je peux faire confiance à ma belle société pour bien explorer les nuances, les limites, les incertitudes et les dangers inhérents à la différence sexuelle, et certainement pas en ce qui concerne les personnes trans. 4. Prudence. Fait que jusqu'ici, Jean-François, j'ai low-key insinué que tu voulais t'en prendre à la liberté des personnes trans en prenant, des préjugés pour argument. Mais évidemment, c'est pas comme ça que tu vois les choses. Tu fais juste honorer cette belle vertu qu'est la prudence. C'est dangereux, pis on le sait pas, pis il y en a de plus en plus. Non, c'est pas si pire que ça. C'est pas vrai qu'il y a des transmasses partout. C'est pas comme si on avait de pénurie de laine à tricot. Bon, à propos de la hausse catastrophique de jeunes personnes transmasculines, d'abord, on peut noter 2 petits détails. Premièrement, qu'est-ce que le rapport des sages dit à propos de ça? Il parle d'une hausse entre 2017 et 2021 en se basant juste sur les chiffres des États-Unis, puis on comprend qu'il y a plein de facteurs sociaux et contextuels comme la circulation de l'information puis le progrès des institutions qui contribuent à expliquer ça. Et deuxièmement, on vient de voir des chiffres sortir qui montrent qu'il n'y a pas plus de personnes transmasculines, mais qui ont tendance à faire leur coming out plus tôt pour diverses raisons avant d'être rattrapées par les filles trans. Mais bon, globalement, c'est probablement raisonnable de penser qu'il y a un peu plus de personnes trans. De toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que étude après étude, les taux de regret de la transition restent très faibles, même après les années de la hausse. En 2022, dans The Lancet, sur 720 personnes qui ont commencé à prendre des traitements hormonaux à l'adolescence, 98% ont continué. En 2024, dans JAMA Pediatrics, sur 220 adolescents, 5 ont arrêté leurs traitements hormonaux. En 2024, dans The Journal of Adolescent Health, sur 150 adolescents, 3 ont arrêté de prendre des hormones et un d'entre eux est pleinement satisfait de l'avoir fait quand même. Alors évidemment, il n'y a rien de définitif puis la science n'est jamais complète, mais on n'a aucun signe qu'il y aurait de plus en plus de gens qui regrettent ou que l'approche transaffirmative serait particulièrement dangereuse. Parce que, puis ça c'est le bout important, même s'il y a hausse, c'est en vaste majorité des gens qui ont été aidés par la transition. Et on peut pas faire comme tu le suggères, Jean-François, de limiter l'accès à toutes ces personnes-là pour t'assurer qu'il n'y en ait pas une qui fasse un mauvais choix. Parce que ça serait immoral. C'est la douleur d'une personne trans à qui on empêche de supprimer sa puberté, c'est à peu près la même douleur que quelqu'un qui prend des hormones pendant un temps avant de se rendre compte que c'est pas pour elle. Dans les deux cas, c'est endurer des changements à ton corps que t'aurais préféré éviter.
Et l'idée qu'on puisse équivaloir les bienfaits de 98 personnes trans avec les regrets de 2 personnes qui détransitionnent, c'est une idée qui tient pas la route pantoute. La seule manière que ça puisse avoir de l'air logique, c'est s'il y a énormément de transphobie qui fait tenir tout ça ensemble. La transphobie qui nous fait penser que c'est moins naturel d'être trans que d'être cis, ou qui voit le fait d'être trans comme une indignité qu'il faudrait limiter à tout prix pour ne pas salir le sexe de nos anges. Il y a aussi un problème philosophique plus profond avec cet argument-là, parce que ça suppose que faire une transition c'est un acte, alors que rester cis, ça serait juste le cours de la nature. Mais c'est pas le cas. On forme activement les jeunes et on se forme nous-mêmes aussi. Biologiquement, psychologiquement, socialement. Et il n'y a jamais eu rien de purement naturel là-dedans, et il n'y a certainement jamais eu rien d'innocent. Donner des bloqueurs de puberté à un enfant qui a une puberté précoce, c'est un acte. Écœurer une fille pour lui faire comprendre que son look tomboy n'est pas bienvenu dans la toilette des filles, c'est un acte. Faire des toilettes non genrées ou faire des toilettes genrées, dans les deux cas, c'est un acte. Un adulte qui ridiculise la différence sexuelle devant ses enfants ou ceux de sa deuxième femme, c'est un acte. Et finalement, adopter une approche juste dans la tête pour les jeunes trans, c'est tout autant un acte que de bloquer une puberté. Le corps est déjà, en train de se développer, et le laisser se développer, c'est un choix et un acte, pour refaire le lien avec l'ex-sexologue. Et ça, c'est un des messages les plus importants de la philosophie féministe, et j'ai passé mes dernières vidéos sur Instagram à en parler. Allez vous abonner. Mon but politique à moi, c'est qu'on assume que le sexe, genre, c'est des choses dont on peut être responsable. Et la vraie prudence, c'est de se donner les moyens scientifiques et philosophiques de bien aborder la question de jouer avec le sexe. Ça implique de reconnaître et de déconstruire les préjugés. La facilité avec laquelle des journalistes reprennent le langage de la contagion me fait halluciner. Ça implique de laisser la vie trans grandir, ne serait-ce que pour qu'on puisse l'étudier, au lieu de la refermer préventivement. La prudence, ça implique de conscientiser notre rapport au sexe puis au genre. Puis c'est vrai que des simplicités sur « Ah ben si je m'identifie comme, ça veut dire que », c'est plus suffisant. Mais c'est tout à fait possible, pour le peu qu'on crée des contextes dans lesquels c'est pas dangereux puis humiliant de partager ces expériences. Tu sais, on dit déjà aux filles qui rentrent en puberté, en généralement des mots un petit peu plus diplomates que ça, « Tiens, à cette heure, t'es sexuée, puis laisse pas mon oncle Vincent te parler seul à seul. » Est-ce que c'est vraiment plus traumatisant d'y expliquer que c'est des hormones qui déclenchent ce processus-là, qu'avec la science, on peut les contrôler, puis qu'il y a des gens qui préfèrent faire un autre genre de puberté? Ben non, c'est même le contraire. L'ouverture puis l'empathie, c'est des vertus qui vont permettre aux jeunes de mieux affronter le monde fucked up dans lequel on les balance. Et surtout, les filles puis les femmes peuvent avoir un rapport beaucoup plus serein puis beaucoup plus profond à ce qu'elles sont, en sachant qu'il y a des gens qui ont refusé cette existence-là et qui sont maintenant des hommes, et au contraire des femmes, comme moi, qui ont dû se battre de toute leur vitalité pour le devenir. Et ça, c'est le savoir interdit des trans. C'est ce qu'on a à partager. C'est similaire à nos discussions sur la culture du viol. C'est difficile pour un jeune homme, puis je le dis sans aucun malice, d'avoir à comprendre qu'il hérite d'une tradition qui l'invite à se construire en s'appropriant le corps des femmes, et que donc, deuxièmement, il y a la tâche de réinventer des modèles masculins, donc, tu sais, un nouveau rapport à l'autre, un nouveau rapport au corps, un nouveau rapport au désir, en sympathisant honnêtement avec l'expérience des filles autour de lui. Mais le gars qui fait ça devient meilleur. C'est dans cet esprit-là que j'enseigne la philosophie féministe, puis c'est pleinement pour me vanter, mais les petits gars de 18-19 ans aiment ça comprendre ça. Et pour atteindre cette sagesse-là, ça aiderait de pas autant stigmatiser la transition, puis de pas ignorer que derrière le genre, il y a des rapports de pouvoir. Et donc c'est dommage que notre manière habituelle de parler des enjeux trans en public évacue d'emblée une perspective féministe, même quand c'est nos alliés, tu sais, médecins puis juristes qui passent à la télé. Parce que de voir cette question-là à travers les prismes de la loi puis de la médecine, ça l'empêche de parler de, c'est une question de est-ce qu'on a du pouvoir sur nos corps, puis ça l'empêche de parler aussi de toute la violence qu'on peut subir dans la société du fait qu'on est trans. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé au Québec avec Mon corps, mon choix? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'idée que les médecins doivent nous accompagner dans nos choix et pas jouer les cerbères? J'aimerais ça nous faire remarquer que si on tolérait pour l'avortement puis la contraception les mêmes arguments qu'on endure à propos de la transition, ça serait pas bien beau. T'es pas un peu jeune? Si t'es mineur, je préférais que tes parents puis un psychologue soient d'accord. Les taux de regret sont encore plus élevés pour l'avortement que pour la transition hormonale. C'est vrai, by the way, je t'allais checker, on parle de 4-5% versus 1-3%. T'es-tu sûr que tu veux jouer comme ça avec la mort? Laisse la nature faire son affaire. Va pas falloir qu'un dogme militant pro-avortement nous fasse perdre de vue la vérité. Je fais juste remarquer qu'il n'y a pas un biologiste
biologiste qui va nier que l'utérus, ça sert à se reproduire. Mais là, je voudrais pas que tu prennes des contraceptifs hormonaux avant qu'on soit sûr qu'il n'y a aucun problème. Et ça, c'est sans mentionner l'inquiétude qui traîne en arrière-plan de la conscience raciste, que les bonnes filles de souche font pas assez d'enfants. On devrait au moins pouvoir en parler. L'avortement, la contraception puis la transition, c'est des questions éthiques avant d'être des questions médicales. Puis par là, je suis pas juste en train de dire, pour être précise, que les questions médicales ont des implications éthiques, ce que tout le monde comprend. Non, c'est que vu que c'est des questions sur l'existence, la mort, la vie, la médecine peut t'aider dans tes projets, mais elle peut pas prendre des décisions à ta place. Et en disant ça, je demeure tout à fait moderne. C'est notre liberté, c'est notre capacité d'apprendre en se pétant la gueule. Mon corps, mon horreur existentielle, mon choix. 5. Que faire? Si t'es le gouvernement, fais rien. Tu sais, t'es pas capable de faire un projet de loi sans réaliser que tu peux pas obliger la stérilisation des personnes trans pour les reconnaître. Puis quand tu cherches à comprendre, ça fait des psychodrames que tout le monde s'entend que c'était une grosse perte de temps. Donc, pas touche, c'est plus safe. Ça, puis construire des milliers de logements hors marché. Si tu fais partie de ce qui est encore la majorité, le bon 2/3, 3/4 du monde qui sont juste en mode non-binaire, je comprends pas trop, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que des platitudes sur « Ah ben je suis né dans le mauvais corps pour... » Ben parce que la fille elle est juste là, elle est trans, puis elle est cool, puis c'est tout. Ben lâche rien, je sais que t'as plein d'autres choses auxquelles penser, mais je te demande quand même de comprendre que la transphobie est assez centrale dans le projet de la droite. Et donc il y a des gens qui veulent profiter de l'incertitude inhérente à la sexualité pour me présenter, moi puis toutes les autres personnes trans, comme des dangers dans le but de te faire voter pour le projet de la droite, qui est un paquet de saloperies racistes, exploitatrices, liberticides puis colonialistes. Puis si tu connais une personne trans, trouve une manière, cet été, cet automne, de lui montrer que tu l'apprécies puis qu'il y a du monde derrière elle. Tu peux être sûr qu'elle mérite puis que l'air autour d'elle est déjà trop oppressant. Si t'es une personne trans, je t'aime. Et si t'es Jean-François Lisée, bro, lâche le morceau. C'est pas ton sujet. Je le sais que ça t'intéresse beaucoup, mais t'es clairement pas assez proche de c'est quoi une personne trans pour être capable, d'honnêtement te demander comment nous on aborde ces questions-là. Fait que la subtilité est pas là, la logique est pas forte, puis tes préjugés transparaissent. Je sais qu'il y a d'autres sujets sur lesquels t'es meilleur. Merci d'avoir écouté, si t'es pour de vrai encore là. J'ai été sasse quand même, mais je sais que tu es capable de le prendre, puis tu sais que c'est mérité. Merci à tous les autres d'avoir regardé. Bye!